désormais l'objet conçu par l'homme le plus éloigné dans le système solaire. Il est à quelques 14,5 milliards de kilomètres de la Terre et s'apprête à quitter le système solaire pour s'aventurer au milieu des étoiles de la Voie lactée, peut-être à tout jamais. Pour le cas où Voyager croiserait la route d'un extraterrestre, il emporte également un message, un disque phonographique plaqué or fixé sur le côté de la sonde et qui contient des images, des sons naturels et de la musique en provenance de la Terre. Hello from the children of planet Earth. Des pictogrammes expliquent comment utiliser le disque et indiquent d'où il vient. Si nous devons attendre que les extraterrestres trouvent l'une de nos sondes spatiales et répondent à nos messages, cela pourrait toutefois prendre des millions d'années. Pourquoi les scientifiques sont-ils aussi certains qu'il existe d'autres êtres intelligents dans notre galaxie? C'est une question de chiffres à grande échelle. On estime qu'il existe au moins 70 000 millions d'étoiles dans l'univers. La grande question étant, parmi elles, combien pourrait abriter une vie développée? En 1961, le père de la recherche SETI, Frank Drake, a mis au point une équation pour calculer combien de civilisations extraterrestres seraient susceptibles de nous contacter dans notre galaxie. Drake s'est demandé combien d'étoiles sont capables d'entretenir des planètes où existe une vie intelligente. Combien de ces planètes pourraient disposer de technologies radioélectriques? Et combien de temps pourraient survivre les civilisations connaissant ces technologies? L'un des problèmes de l'équation de Drake, c'est qu'elle ne peut pas être résolue. On ignore la valeur de beaucoup de ces termes. D'autant plus que si un seul des paramètres de l'équation reste inconnu, le résultat final n'aura évidemment aucune valeur. Pourtant, selon de nombreux chercheurs, même en partant des estimations les plus prudentes, le nombre potentiel de civilisations intelligentes reste énorme, ne serait-ce que dans notre galaxie. Voilà qui pose une nouvelle question qui a été soulevée dès les années 50 par un physicien, Enrico Fermi. L'auteur du paradoxe de Fermi se demandait « Mais où sont-ils tous? Si notre galaxie est si peuplée, pourquoi personne ne s'est encore manifesté ?» Pour y répondre, nous nous rendons à Denver dans le Colorado pour rencontrer le planétologue David Grinspoon. Ce conseiller pour la NASA sur les stratégies d'exploration spatiale étudie la recherche de vie extraterrestre depuis 15 ans. Est-ce que nous sommes seuls? Non. Pas du tout. Je suis sûr qu'il existe d'autres espèces, d'autres formes de vie, et je dirais même d'autres civilisations dans l'espace. Je n'en ai pas la preuve directe, mais j'ai beaucoup de preuves indirectes qui se fondent sur ma compréhension générale de notre apparition sur Terre et de ce qui se passe dans le reste de l'univers. Grinspoon a élaboré ce qu'il appelle l'hypothèse du semis. Selon lui, l'univers est comme une forêt remplie d'arbres adultes et de créatures exotiques. Les terriens ne sont que des petites graines qui pourraient un jour devenir intéressantes, mais pour l'instant, on les remarque à peine. C'est une leçon d'humilité. Nous ne sommes pas assez importants pour que des extraterrestres se penchent sur notre cas. Nous ne les intéressons peut-être pas. Dans un univers qui compte une grande variété de créatures et de civilisations, nous sommes apparus relativement récemment. Nous n'avons pas forcément accompli grand-chose qui permettrait de nous distinguer aux yeux des habitants antérieurs. Peut-être y a-t-il une autre réponse au paradoxe de Fermi. Tout simplement, l'immensité de l'espace. Même pour un extraterrestre très intelligent, les lois de la physique demeurent un obstacle de taille aux déplacements interstellaires. Il y a un siècle, Einstein calculait qu'il était impossible de se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Pour franchir cette limite, il faudrait une quantité d'énergie infinie. Même si un vaisseau extraterrestre pouvait s'approcher de la vitesse de la lumière, les chercheurs estiment que pour chaque kilogramme que pèserait le vaisseau, il faudrait 1 milliard de litres de carburant. Mais, faute d'avancer au moins à la vitesse de la lumière, un voyage dans la galaxie prendrait des millions d'années. Mais qui sait? Les extraterrestres se contenteront peut-être de se déplacer à des vitesses plus modestes, car ils auront peut-être une durée de vie plus longue que les humains. Même sur Terre, on trouve des formes de vie dont la longévité dépasse de très loin celle des hommes. Ainsi, les séquoias de Redwood peuvent vivre 2000 ans.
C'est une erreur de penser que les autres espèces devraient forcément accomplir leurs actions à l'échelle d'une vie humaine. Et si le voyage durait 1000 ou 10 000 ans, je crois que c'est du chauvinisme, une sorte de chauvinisme qui frappe notre conception du temps. Si on ne peut pas faire une chose en un siècle ou deux, alors on considère que c'est impossible. Ce chauvinisme frappe peut-être aussi notre vision de l'environnement. Nous avons du mal à imaginer comment la vie peut subsister dans des conditions inhabituelles. Pourtant, on trouve sur Terre toutes sortes de milieux étranges. Selon les chercheurs, une forme de vie avancée pourrait exister ailleurs dans l'univers. Mais nous n'en avons aucune preuve à ce jour. Cependant, les scientifiques font sans cesse des trouvailles étonnantes sur la Terre elle-même. Ils découvrent des formes de vie microscopiques dans les endroits les plus inhospitaliers de la planète. Si la vie peut s'épanouir ici, dans les conditions les plus extrêmes, on comprend mieux qu'elle puisse se développer ailleurs dans notre galaxie. Pourtant, si nous trouvons la preuve d'une vie microbienne beaucoup moins évoluée que la nôtre, en quoi cela nous intéresse-t-il ? Les microbes ne peuvent pas nous dévoiler les secrets de l'univers puisqu'ils ne parlent pas. Le planétologue David Grinspoon pense cependant qu'une telle découverte pourrait avoir un impact de première importance. Si nous découvrons une présence vivante n'importe où dans notre propre système solaire, nous saurons alors que l'univers est très fertile et qu'il est normal pour une planète d'abriter la vie. Par conséquent, il y aura des quantités d'espèces intelligentes dans l'espace, dont certaines voudront communiquer avec nous. Voici Penny Boston, astrobiologiste. Elle passe ses journées dans les endroits les plus hostiles et les plus sombres de la planète. Ce qu'elle y cherche ? Des extrémophiles, c'est-à-dire des microbes capables de proliférer dans des milieux où la plupart des autres organismes ne survivraient pas. À partir de ces milieux extrêmes sur Terre, nous essayons en fait d'écrire un guide pratique des micro-organismes pour des planètes où nous ne sommes jamais allés, pour des organismes dont nous ignorons encore l'existence. Les grottes de Carlsbad, au Nouveau-Mexique, comptent parmi les plus profondes du continent américain. Qu'est-ce qui pourrait survivre ici sans la lumière du soleil ? Tout est sombre et pourtant nous ne sommes pas seuls. Penny Boston a découvert des microbes qui se nourrissent en même temps qu'ils grignotent la roche pour avancer. Des organismes lithotrophes, littéralement mangeurs de pierre. Ces organismes réussissent à libérer un peu de la matière contenue dans la roche. Ils provoquent une réaction chimique avec la pierre et au cours de cette réaction, une énergie se dégage qui assure leur survie. Ils utilisent cette énergie de la même manière que nous mangeons et buvons à table. Donc ils ont la capacité de survivre dans un environnement sans nourriture. Et c'est cela qui nous intéresse tout particulièrement. D'ailleurs, ces microbes extrémophiles ne se contentent pas de prospérer dans les systèmes souterrains. Voici le lac Mono en Californie. Sous ses airs enchanteurs, il renferme une teneur en sel 3 fois plus élevée que celle de l'eau de mer. Un poison pour l'homme, mais une aubaine pour la vie microbienne qui y prospère. Les extrémophiles supportent aussi très bien les grands froids. Nous sommes en Alaska. Le Fox Tunnel est un environnement extrêmement froid. Pourtant, contre toute attente, on trouve ici aussi des micro-organismes emprisonnés dans le permafrost qui peut rester gelé pendant des millions d'années. Ils sont toujours vivants. En les réchauffant, les chercheurs espèrent ranimer ces organismes endormis. Nous devons stimuler notre imagination dans tous les domaines possibles pour se représenter les limites de la vie. Ainsi, nous serons bien mieux préparés à reconnaître une forme de vie quand nous la verrons, qu'elle soit dans notre système solaire ou au-delà. Il n'y a plus qu'à lancer une expédition sur le terrain à la recherche d'une vie microbienne. Voici Titan, le satellite le plus volumineux de Saturne. Dans le système solaire, c'est le seul à présenter une atmosphère. Titan est entouré d'un halo orangé et pourrait renfermer des lacs et des océans riches en carbone. Il abrite donc peut-être la vie.